Nous partons maintenant pour le continent. On retourne sur le continent américain. On va parler du Brésil pour poursuivre. Le ministre des Affaires étrangères du Brésil a critiqué mardi le manque d'indépendance et de transparence et de cohérence de l'Organisation mondiale de la santé dans le combat contre le coronavirus. Il faut examiner si c'est une question d'influence politique, une question d'influence d'acteurs non gouvernementaux au sein de l'OMS, une question de méthode de transparence, a déclaré Ernesto Araujo lors d'une réunion ministérielle. Il a notamment pointé un manque de cohérence sur les prises de position liées à l'origine du virus, la contamination, le confinement, l'usage de l'hydroxychloroquine, les équipements de protection et autres. Le schéma que dépeint le ministre brésilien de la Santé est quand même vrai. Ce qui l'Organisation mondiale de la santé a montré quand même dans la gestion de cette pandémie beaucoup de limites. Exactement. On se demande si l'OMS est dirigée par l'OMS ou l'OMS n'est-elle pas dirigée par les lobbies. Regardez, par exemple, un simple exemple, début de Covid-19, l'OMS prédit des dizaines de millions de morts. En Afrique, bien sûr. Et parallèlement, les Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies aussi prédit des dizaines de millions de morts. Donc, on se demande si l'OMS a des lobbies qui la dirigent. Deuxième exemple, le ministre l'a souligné, on parle de l'hydroxychloroquine. Le professeur Raoul est intervenu sur la question plusieurs fois. L'OMS dit oui, il faut attendre un peu, il faut l'essayer. Après, donc, aller-retour, là, on ne l'a toujours pas compris. Donc, quand vous voyez tout ça, vous comprenez qu'en réalité, scientifiquement, l'OMS ne maîtrise pratiquement rien en ce qui concerne Covid-19. Ceux qui dirigent cette crise sanitaire-là sont ailleurs. Quand vous suivez, on en a parlé ici, quand vous suivez Sarkozy qui tenait un discours sur un plateau en 2019, vous comprendrez un peu que ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a eu, au-delà de tout, il y a eu des grippes, où il y a toujours des grippes qui contaminent, qui sont beaucoup plus contagieuses, que ce soit en Orient, que ce soit en Occident. Mais on n'en parle souvent pas. Donc on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est là où il y a plusieurs personnes qui évoquent la théorie du complot. Donc l'OMS même scientifiquement ne maîtrise même pas ce qui se passe parce que ces décisions ne sont pas prises par elle-même. Alors, est-ce que la posture qu'a eue l'OMS durant cette pandémie est compréhensible? Sur beaucoup de questions, elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas quel protocole adopter. J'écoutais encore tout récemment, elle disait que finalement, on pense que les personnes asymptomatiques ne sont pas si contagieuses que ça. Alors qu'au début, on a dit tout le monde est très contagieux. Donc, c'est quand même l'Organisation mondiale de la santé. Oui, ça a prouvé à beaucoup les limites de cette institution qui était censée apporter des réponses à toutes les interrogations que se posait tout le monde avec l'avènement de la Covid-19 à son début. Mais malheureusement, l'OMS n'a pas rassuré et donc elle a plutôt préféré se rétracter pour surfer sur de l'à peu près et chercher à apporter des réponses. Ça prouve aussi la délicatesse qui est connue au sein de cette institution, un peu comme les grandes puissances qui investissent de l'argent chaque année pour maintenir cette organisation. Mais derrière, pour un petit virus qui est ce coronavirus-là, l'OMS n'avait pas été en mesure de trouver des solutions adéquates. Et c'est plutôt tourné contre ceux qui pourraient apporter des solutions. Le cas du professeur Raoult, par exemple, le cas du Madagascar également avec son remède, voilà, et beaucoup d'autres exemples aussi. Vous savez, aujourd'hui, plus personne ne fait plus totalement confiance en cette organisation parce que on a vu ses limites dans la gestion de cette crise. Beaucoup de pays, les États-Unis ont menacé de se retirer. Les représentants régionaux en Afrique, certains ont été renvoyés chez eux. On a vu le cas de la Guinée, etc. Le Brésil aussi menace de se retirer. Et donc ça veut dire que aujourd'hui il y a un problème qui se pose et le problème c'est de savoir quelle est la capacité de l'OMS à faire face à cette crise-là, puisque toutes les sorties des premiers responsables de cette institution ne sont pas convaincantes. Et ça vient, c'est un peu comme vous n'avez pas la capacité de gérer. Et ce qui avait aussi fait mal, c'est le refus de l'OMS de soutenir certaines initiatives médicales
privées et nationales de certains pays. Le cas du Madagascar avait fait tache d'huile parce que, au final, on a compris un peu, beaucoup de gens ont compris un peu la position qu'adoptait l'OMS, qui consistait à barrer la route à toute initiative médicale africaine en termes de recherche pour aller contre ce virus-là. Et donc aujourd'hui, je crois que tout le monde a son opinion sur cette organisation qui, à la fin de cette pandémie, devra normalement se métamorphoser, changer les choses pour que cette confiance qu'elle avait pendant très longtemps, dont elle avait bénéficié de la part de beaucoup de pays, puisse revenir sous de nouveaux auspices, quoi. Finalement, est-ce qu'on va dire que l'OMS elle-même était sous influence, si oui, de qui? Non, mais écoutez, l'OMS est une organisation des Nations Unies. Donc, et quand on parle les États-Unis l'ont accusé d'être influencé par la Chine, par exemple. Oui. Donc, il y a la Chine aussi qui met de l'argent dedans. Donc, il y a des pays qui mettent de l'argent, il y a des États qui mettent de l'argent dans cette organisation. Et cette organisation vit du fond de ces États, de ces États-là. Donc, c'est normal qu'elle soit influencée. C'est normal que la Chine l'influence, c'est normal que les États-Unis l'influencent. C'est parce que moi, je dis à un moment donné que Donald Trump ne comprenait pratiquement rien. Donc, il est venu, comme il dit, il est toujours contre l'establishment. Donc, on ne lui a pas permis de comprendre en réalité ce qui se passait. C'est pour cela qu'il s'embrouillait. Il s'embrouillait la lettre de coq à l'âne. Il croyait qu'on allait lui expliquer exactement ce qui se passait. Mais jusqu'à présent, je ne pense pas qu'on soit arrivé à lui expliquer fondamentalement ce qui se passait. C'est pour cela qu'il s'énerve toujours. L'OMS est vraiment influencé. L'OMS ne peut pas se lever d'elle-même et prendre des décisions. C'est comme l'Union européenne aujourd'hui ne peut se lever et puis prendre des décisions d'elle-même sans consulter la France, l'Allemagne et autres. Donc ceux qui mettent de l'argent doivent influencer, sont ceux qui influencent les décisions de l'organisation. Mais ça, oui. Puis l'OMS, il faut le rappeler, hein, c'est un conglomérat de lobbying, de grands laboratoires, de recherche, de grandes pharmacies. Lorsqu'on cite des noms, c'est de grands noms de pharmacies. Et ces pharmacies bénéficient du soutien de l'OMS avant de se mettre sur le marché un produit. Et donc, vous voyez, c'est une question de lobbying. Chacun y a son intérêt. Et lorsque ça ne va pas d'un côté, il faut pouvoir le réajuster pour que ça puisse aller. Et donc, les responsables, les dirigeants de cette institution, aujourd'hui, malheureusement, que l'institution est dirigée par un Africain pendant la période de la Covid-19, malheureusement. Mais je pense que c'est une réalité qui est reconnue, qui est connue, en tout cas, dans ces institutions onusiennes, où derrière, il y a des lobbying qui tirent la ficelle pour vous téléguider et vous faire prendre des responsabilités qui ne devront pas être les vôtres. Mais ça, c'est quand même très dangereux quand l'organisation mondiale qui est censée s'occuper de la santé, on a un cas de ce type et elle ne sait pas par quel bout tenir finalement. Non, le truc est compliqué. J'ai commencé par réfléchir à partir du moment où il y a eu assez de divergences sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit ah, je l'ai utilisé et je l'ai administré à mes patients et des centaines de patients guérissent. Mais quoi de plus normal que de soutenir cette initiative-là? Ou quelqu'un qui dit, moi j'ai trouvé un produit, un remède qu'on appelle Covid organique, et bon, je l'administre à mes patients et ces patients guérissent. Donc pourquoi ne pas soutenir cette initiative-là? Donc au finish, avec le temps, on a compris que d'une part, il y avait des gens qui souffraient et qui voulaient qu'on sonne la fin de la maladie, de la pandémie, et de l'autre part, il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'on en finisse avec cette maladie-là. C'est là où on se disait, mais peut-être il y a des gens qui se disent, autant la maladie dure, autant leur complot se réaliserait, et autant ils se feront assez de fortune. Donc, si ça prend fin maintenant, ça ne va pas trop les avantager. Moi, je me dis, Covid-19, grippe simple, est-ce qu'on ne peut pas trouver un vaccin avec toute l'intelligence, toute l'expertise dont dispose l'OMS, avec tous les grands laboratoires dont dispose l'OMS? Est-ce qu'on ne peut pas s'évaluer, on ne peut pas trouver de moyens ou de cette expertise-là pour pouvoir trouver un vaccin en 6 mois? Ça fait déjà 6 mois, 7 mois que nous parlons de Covid-19. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un vaccin? Donc on se dit simplement qu'il y a un problème au niveau de l'OMS. Peut-être il y a une branche qui dit pas encore la fin, ne sonnait pas encore la fin de cette pandémie-là. Mais ils sont en train de échouer du moment où tout le calcul qui avait été fait en ce qui concerne le continent africain a complètement échoué. Finalement, si avec l'OMS on n'est plus en sécurité,
on revient sur nos systèmes. Chaque pays s'occupe de son système de santé à lui-même. Je pense que c'est ce qui avait été préconisé pendant très longtemps. Mais malheureusement, les dirigeants des pays africains n'avaient pas compris la nécessité d'investir dans la médecine traditionnelle. Vous savez, la Chine aujourd'hui se paye de l'OMS. La Chine ne se fie pas à l'OMS. Quand vous arrivez en Chine aujourd'hui, vous avez des produits médicaux qui traitent de toutes les maladies. Nous-mêmes, on va en chercher là-bas. Et quand vous rentrez dans les pharmacies, vous tomberez sur des produits chinois qui sont exposés dans ces pharmacies-là, mais pas de produits africains. Donc aujourd'hui, il faut que chaque État prenne conscience et comprenne que ce n'est pas l'OMS qui viendra guérir les malades ou les pandémies dans chaque pays, c'est à partir de nos structures médicales, à partir de nos investissements pour monter la médecine traditionnelle vers l'avant. L'université de Lomé dispose d'un département de médecine traditionnelle, mais on a vu la limite de ce département-là dans la gestion de cette crise. Mais à la fin de la crise, je pense qu'il faut investir, il faut développer ces différents départements dans les instituts, dans les écoles de formation, dans les universités togolaises pour que de nouveaux médecins ou de nouveaux des pratiquants puissent aussi disposer de ces pratiques de médecine traditionnelle. Vous allez dans certains pays, on ne guérit plus avec la pharmacie. On guérit avec les plantes, on guérit avec des mixtures, des plantes, voilà, des feuilles, etc. Et le cas de la Chine aujourd'hui revient sur le devant de la scène. Les Chinois aujourd'hui ont développé une médecine chinoise qui vient défier carrément la médecine moderne aujourd'hui. Donc en Afrique, on peut aussi en faire. Au Togo, nous avons des éléments assez importants pour cela. Donc il faut que chaque pays comprenne la nécessité d'investir dans le développement de la médecine traditionnelle. Si on doit maintenir une organisation mondiale pour s'occuper des questions de la santé, celle qui est là, il faut la réformer finalement. C'est au-delà de tout, c'est ce qui est en train de prévaloir aujourd'hui, c'est une question d'intérêt. C'est comme ça on peut lire le jeu, c'est une question d'intérêt. Il y a des gens qui décident au fait. Ce n'est pas une question de réformer. Du moment où vous allez faire les réformes seront juste administratives. Mais ceux qui déposent la grande cagnotte ou la grosse cagnotte, ce sont eux qui vont décider au fait. C'est une question de lobby. Ici, c'est une question de géopolitique, de gouvernance mondiale. Donc, ce n'est pas une question... On ne réfléchit pas trop en termes de bien-être des populations. Combien on gagne, combien de milliards entrent en jeu. C'est ça, c'est comme ça on réfléchit. Pas combien de lits ils auront, combien de vaccins. Parce qu'il y a des gens, il y a des batteries, il y a des vaccins qu'on met en place aujourd'hui ou qu'on crée qui ne servent pas à profiter à l'être humain, mais qui servent à autre chose. Il y a tellement de choses aujourd'hui où les gens... sont en train d'abandonner des guerres où on peut tirer sur des gens pour des guerres bactériologiques. Donc, les gens sont beaucoup plus dans cette dynamique-là. On va réformer, mais les grandes décisions seront toujours prises par des lobbies. Nous, Africains, comme ça, on n'a pas de pouvoir de décision fondamentale parce que nous, on nous envoie de petites choses. Et ce qui est intéressant dans ces affaires, quand je vois l'OMS dans plusieurs pays africains, c'est souvent des folklores. C'est des folklores. Parce que si l'OMS intervenait de la façon la plus colossale dans les pays africains, je ne pense pas que nos structures sanitaires puissent demeurer toujours comme ça. Parce que si on avait des soutiens véritables, je ne pense pas que nos structures sanitaires se seraient toujours comme ça. Mais je pense que l'OMS est là pour un rôle géopolitique, pour un rôle politique et aussi pour une communication folklorique. Quand vous avez des dates comme le 15 octobre ou journée de lavage des mains, donc vous voyez comment cela est célébré dans des pays avec l'OMS. Bien sûr, c'est des appels à sensibilisation, mais fondamentalement, ça apporte quoi à qui? Ce qu'il faut aujourd'hui, même que les réformes, que ça se fasse au niveau de l'interne. À l'interne, c'est-à-dire que les pays africains même arrivent à faire des réformes, à réformer leur structure sanitaire. Quand vous allez dans les CHU, quand vous allez dans les centres de santé dans les pays africains, qu'il y ait plus de lits que des malades. Bien sûr, cette histoire de lits, même enfants, tout ça, mais dans les pays africains, mais le constat est cruel. Le constat est cruel. C'est le manque d'eau potable, même dans des centres de santé, le problème d'hygiène, le manque de lits, le manque de ressources humaines. On n'a pas de cadre bien formé. Quand il y a des gens qui tombent malades, des ministres, des chefs d'État, il faut prendre
directement l'avion pour se rendre en Orient ou en Occident. Donc, les réformes doivent partir des pays africains même. Il faut que les ministres de la santé qu'on nomme là, que ce soit des gens ambitieux, capables de réfléchir, capables de proposer des réformes pouvant véritablement orienter les systèmes sanitaires. Parce que ce Covid-19 a vraiment montré la faiblesse ou la fébrilité de plusieurs régimes de par le monde. Ce que l'histoire retiendra de négatif aussi, c'est que tout ceci arrive à l'OMS quand c'est un Africain qui dirigeait. Oh, il était là au mauvais moment. Hein. Je pense qu'il y a eu des épidémies au temps de certains anciens directeurs. Malheureusement, le constat fait que celui-là, c'est un Africain, un Éthiopien, précisément, et qui a été aussi taclé pendant très longtemps de la gestion que son organisation avait faite de la Covid-19. Beaucoup de pays lui ont retiré sa confiance, mais c'est une organisation qui demeure toujours puissante. Hein. Elle réunit pratiquement beaucoup de pays, tous les pays du monde, en tout cas, qui se retrouvent sous son aile protectrice. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas le directeur qui pose problème, mais c'est beaucoup plus l'indépendance et la transparence dans la gestion de cette organisation, comme l'a dénoncé le Brésil et d'autres pays africains et américains. On va passer maintenant à la pause et puis nous reviendrons juste après pour le dernier sujet.